Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à Culture Santé. Ce soir, le thème, c'est l'empathie et la santé, selon un plan dans l'approche systémique de Culture Santé, c'est-à-dire avec les différents niveaux d'organisation, c'est-à-dire niveau personnel, interpersonnel, institutionnel et politique. On va commencer par la présentation de chaque intervenant qui va se présenter à vous, et ensuite on va admettre une définition commune de l'empathie, parce que c'est un sujet en soi. Et ensuite, chaque intervenant va intervenir du niveau le plus personnel au plus politique. Donc, on va commencer par Julien Besse. C'est moi qui ouvre le bal. Je suis pas un très bon danseur, pourtant, mais je vais faire de mon mieux. Je suis ravi d'être là. Je vous remercie pour l'invitation. Donc, pour me présenter de manière la plus brève possible, je suis psychologue. Je travaille du coup sur le bassin du Puy-en-Velay, enfin, en Haute-Loire, pour l'association de la sauvegarde de l'enfant et de l'adolescent. Et, je suis aussi psychothérapeute, thérapeute familial et de couple. Aussi, je fais aussi un peu de supervision, d'analyse de la pratique professionnelle. Et depuis quelques temps, un peu de création de contenu pédagogique sur Internet, notamment sur YouTube, pour présenter des concepts, notamment en rapport avec mon approche préférentielle, qui est le courant systémique, et plus particulièrement l'approche stratégique. Voilà, j'ai fait le plus condensé possible. Merci. Ensuite, Lama. Bonsoir à toutes et à tous. Alors moi, je vais vous parler en tant que soignante soignée, ou soignée-soignante, comme vous préférez, parce que je me trouve un petit peu à la croisée des chemins. Je côtoie le milieu du soin parce que je suis pro de santé, je suis dentiste, et je le côtoie aussi un peu façon Alice qui est passée de l'autre côté du miroir, parce que je suis aussi patiente partenaire, et en fait, au-delà de mon expérience subjective avec la maladie, je ne veux pas plomber la soirée, mais globalement, on est une personne sur deux à devoir un jour vivre avec une maladie chronique ou incapacitante. En moyenne, en France, on a 20 ans à vivre avec une pathologie qui est aussi incapacitante. Donc en fait, je suis vraiment dans une approche, on va dire, réflexive et de coopération, de collaboration, à la fois avec les professionnels de santé et les décideurs dans le monde de la santé, pour utiliser ce que j'ai appris dans une visée d'optimisation des soins, d'accompagnement en santé. Et aussi, je suis une férue de philosophie, et mes axes de recherche portent justement, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais je crois pas, sur la santé, et notamment sur la production de connaissances et l'utilisation des savoirs en médecine, et sur le rôle des valeurs en histoire de la médecine et en épistémologie. Voilà, pour faire vite. Merci. Donc ensuite, Jean-Noël Vergne. Jean-Noël. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être ici ce soir. Merci beaucoup à Culture Santé pour l'invitation. Donc, je suis Jean-Noël Vergne, je suis comme vous, comme nous tous, un patient, et j'ai une formation de chirurgien dentiste. J'ai une thèse en épidémiologie et j'ai un bagage de chercheur en épidémiologie et recherche clinique. J'ai participé à la production de un peu tous les types de travaux de recherche, des méta-analyses, des essais cliniques randomisés, des études d'observation. J'ai ensuite, après ma thèse d'épidémiologie, fait un post-doctorat à l'université McGill à Montréal, où j'ai été sensibilisé à l'approche centrée sur la personne. Je suis actuellement professeur des universités, praticien hospitalier à l'UFR de santé de Toulouse. Donc j'ai des enseignements de santé publique, d'épidémiologie et d'approche centrée sur la personne, et je suis praticien à l'Hôtel-Dieu, un service qui prodigue des soins d'odontologie générale, des soins primaires. Je suis également professeur associé à l'université McGill au Canada, et nos travaux actuels de recherche sont dans le développement d'un modèle théorique à visée très pratique, c'est de ce dont je parlerai ce soir avec vous, pour cadrer la pensée du soignant et des étudiants selon une perspective biopsychosociale. Voilà. Merci. Et notre dernier participant. Bonsoir, ouais, donc moi c'est Eric Macaire, hein, je suis médecin gériatre depuis une vingtaine d'années. Avec Bérangère, mon épouse, on réfléchit sur le thème de l'empathie depuis
de nombreuses années. On a commencé à mettre en œuvre un travail d'écriture et des tentatives de mise en forme de l'empathie pour réussir à favoriser ce type de pratique auprès des soignants, spécifiquement en gériatrie, en psychogériatrie, c'est là où j'exerce. Et je voudrais remercier vraiment beaucoup Culture Santé et puis tous ceux qui interviennent aujourd'hui qui vont mettre en lumière ce très très beau concept, cette belle humanité qui peut vraiment briller à travers l'empathie. Merci. Question tout simplement, est-ce que vous avez des conflits d'intérêts? Pas de conflit d'intérêt de mon côté. Rien à déclarer non plus de mon côté, j'ai pas de conflit d'intérêt. Pas de conflit d'intérêt financier, mais tout ce que je dis a un ancrage philosophique constructiviste. Merci. Voilà, c'était un petit peu protocolaire, mais on pense que c'est bien pour le débat et pour la clarté. On va commencer, si vous le voulez bien, par faire un tour de table sur la définition de l'empathie, puisqu'il semble que, aussi bien en philosophie qu'en psychologie, ça ne soit pas toujours clair, et encore plus dans le langage commun, puisque dans le langage commun, on a tendance à confondre un peu la sympathie, l'empathie, la compassion, l'altruisme, le cognitif, l'émotionnel, voilà. À vous. Si vous êtes d'accord, je peux commencer à essayer un petit bout de définition. J'en ai pris plusieurs qui me semblent intéressantes. La première que j'ai trouvée quand je me suis intéressé plus particulièrement à ce thème-là d'un point de vue conceptuel, c'est celle de Mathieu Ricard. Je l'aime bien. Lui, bon, il fait un peu, quand il parle de l'empathie, une perspective historique. Il explique que en fait, ce mot de l'empathie, il vient d'une traduction d'un mot allemand que, si je le prononce, ça va être abominable. Donc, je ne vais pas m'y risquer. J'essaie de le lire, mais vraiment, c'est atroce. Hein. Einfunlung, quelqu'un parle allemand Bon, ça doit être atroce. Je m'excuse pour toutes les personnes qui parlent allemand. Donc, ça voudrait dire la capacité de ressentir l'autre de l'intérieur. Et elle a été utilisée pour la première fois par un psychologue allemand qui s'appelle Robert Wichner en 1873. Et ensuite, elle a été reprise. Lui, il en parlait pour désigner la projection mentale dans un objet, en fait, peu importe que ce soit une personne ou un arbre ou quelque chose, quoi. Cette notion de l'empathie, là où je trouve la nuance qu'apporte Mathieu Ricard intéressante, c'est qu'il la différencie vraiment de la notion de contagion émotionnelle, dans laquelle une personne éprouve le même état affectif qu'une autre, sans pour autant conserver la distance entre soi et l'autre, comme c'est observé dans l'empathie. Ça, d'abord, ça m'avait intéressé, j'ai trouvé ça marquant, puisque je me suis rendu compte qu'en fait, pour beaucoup de gens, ressentir quelque chose en même temps que l'autre, c'était de l'empathie. Pleurer alors que quelqu'un pleure, c'était ressentir de l'empathie. Et lui introduit cette subtilité-là de dire non, ça c'est de la contagion émotionnelle, c'est comme quand on prend un fou rire. On n'arrive plus à s'arrêter, l'un entraîne l'autre, et puis ça, c'est de la contagion émotionnelle. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est j'ai une formation initiale. Avant de m'intéresser vraiment à l'approche systémique, à l'université, j'étais plutôt orienté vers la psychologie du développement. Alors j'ai quand même un peu toujours ce réflexe de réfléchir comment les choses se construisent en fait dans le développement. Et donc du coup, j'ai beaucoup aimé la définition de Serge Tisseron, qui lui explique que l'empathie se construit en 3 étapes clés, comme 3 niveaux de complexité. En fait, et on acquerrait au fur et à mesure du développement en fait un niveau de complexité supérieur. Le 3e étant le niveau le plus évolué, quoi. Donc le premier niveau, tel qu'il le définit et que je vous propose, c'est ce qu'il appelle l'empathie affective. L'empathie affective, en fait, commence à se développer dès la prime enfance, et puis on peut dire qu'à l'âge de 1 an, un bébé est capable d'empathie affective dans le sens où il est capable de reconnaître des expressions faciales émotionnelles. Serge Tisseron, lui, il parle de mimique, de ses parents, de personnes qui prennent soin de lui, de personnes qui sont autour, quoi. C'est-à-dire qu'à cet âge-là, l'empathie affective, ça va être la capacité à pouvoir se dire, tiens, il sourit, il est content, il pleure, il est triste. C'est la manière dont on va reconnaître les expressions faciales émotionnelles. Cette capacité-là, elle se construit. C'est quelque chose qui se construit avec le temps. Et d'ailleurs, on voit que il y a certains événements qui, s'il y a des perturbations à ce niveau-là, ça va entraîner ensuite dans le développement
des problèmes justement au niveau de l'empathie et ça va pouvoir bloquer l'accès au stade supérieur, quoi. Premier exemple qui me vient en tête, c'est s'il y a de la maltraitance. En fait, s'il y a de la maltraitance déjà dans la prime enfance, il va y avoir un problème grave au niveau de cette capacité-là. Et donc, du coup, ça va entraîner les enfants à classer les expressions faciales émotionnelles en deux catégories, quoi. Grosso modo, il y a celles qui sont explicitement bienveillantes et toutes les autres. Et du coup, toutes les nuances, c'est potentiellement risque de se faire attaquer. Donc, du coup, le monde des émotions devient dichotomique, quoi. Soit c'est explicitement OK, et c'est pas dangereux. La personne me sourit vraiment de toutes ses dents, elle est vraiment très explicite, et donc, du coup, ça, c'est rangé dans une catégorie d'émotions. Soit c'est tout le reste. Donc, du coup, on comprend que ça pose des problèmes par la suite, quoi. Ensuite, il y a aussi évidemment, on le sait aujourd'hui notamment avec plusieurs types de tests comme l'eye tracking, où on regarde où est-ce que les bébés regardent. Pour tous les enfants qui sont atteints par exemple de troubles du spectre autistique. Et donc du coup, il va y avoir des perturbations aussi à ce niveau-là. Ensuite, il y a un niveau supérieur. Le niveau supérieur, ce serait ce qu'il appelle l'empathie cognitive. L'empathie cognitive, elle, apparaîtrait, on va dire, aux alentours de 4 ans et demi. Il ne fait pas le lien, lui, directement, mais moi je vois un lien direct avec le développement de la théorie de l'esprit, qui est une compétence cognitive qui apparaît le plus tard. C'est une des compétences cognitives qui apparaît le plus tard dans le développement et qui disparaît le plus tôt dans les problématiques de vieillissement. Cette théorie de l'esprit, c'est la capacité à comprendre que l'autre a des états mentaux, a des connaissances, a des savoirs qui sont différents des miens. C'est-à-dire qu'avant ça, il y a une expérience que je trouve très amusante. Si vous avez dans votre entourage proche un enfant de 4-5 ans, vous pouvez vous amuser à faire ça. Ça permet de repérer vraiment le développement de cette compétence. C'est l'expérience on peut trouver ça sur YouTube aussi avec une boîte de Smarties. Vous savez, on prend une boîte de Smarties, on vide les Smarties, on remplit par exemple avec des raisins secs, et puis on donne à l'enfant. On lui demande, alors, qu'est-ce que tu penses qu'il y a dans la boîte de Smarties? Et donc, du coup, bon, les enfants, ils sont contents de penser qu'il va y avoir des bonbons à l'intérieur. Quand ils ouvrent, en général, ils sont très déçus. Peut-être qu'il y en a qui adorent les raisins secs, mais dans la grande majorité des cas, ils sont vraiment très déçus. Et donc, du coup, on comprend que c'est une blague. On remet les raisins secs à l'intérieur de la boîte de Smarties. Et puis ensuite, on va dire, par exemple, ben maintenant, si je fais rentrer ta maman, si je fais rentrer ton papa, qu'est-ce qu'il va croire qu'il y a dans la boîte? Et ce qu'on remarque, c'est qu'avant 4 ans et demi, les enfants nous disent des raisins secs. Parce qu'eux-mêmes savent qu'il y a des raisins secs à l'intérieur. Donc du coup, ils n'ont pas encore cette faculté cognitive de se dire ma maman ou mon papa qui va rentrer, lui, il ne sait pas qu'il y a des raisins secs à l'intérieur. Et donc du coup, comme c'est une boîte de Smarties, probablement qu'il va penser qu'il y a des Smarties dedans. Et ça, c'est assez incroyable de voir à quel point c'est vraiment là, entre la moyenne section et grande section de maternelle, là, vraiment entre 4 et 5 ans, il y a une bascule quoi, qui se fait où cette compétence tout d'un coup se développe. Et donc du coup, ça va être évidemment d'une extrême importance pour la capacité d'empathie cognitive. Parce que du coup, à partir de là, je commence à comprendre que l'autre a un vécu qui lui est propre et que par conséquent, il peut être triste ou il peut être content de quelque chose qui moi-même ne me rendrait pas triste ou ne me rendrait pas content. Et ça, c'est une forme d'empathie plus évoluée. Et du coup, l'empathie cognitive, c'est un système qui est beaucoup plus conscient quoi, que celui de l'empathie affective. Il ne s'agit plus de ressentir les émotions d'autrui, comme dans le stade précédent, mais de comprendre son point de vue en prenant en compte les différences, quoi. Donc, 1 an, empathie affective. Ensuite, il y a l'empathie cognitive qui commence à se développer. Et donc, du coup, le dernier stade qu'il présente, lui, c'est ce qu'il appelle l'empathie mature, qui arriverait, dans l'hypothèse d'un développement harmonieux, entre, si je prends la fourchette large, 7 et 13 ans.
Lui, il dit entre 8 et 12, mais ça dépend des études. On va dire entre 7 et 13, comme ça, au moins, on est large, quoi. En fait, là où l'empathie affective, il y a toujours le risque en fait d'éprouver les douleurs d'autrui comme si c'était les siennes propres, au point d'être incapable finalement ensuite de porter secours ou d'aider l'autre. Inversement, enfin au pôle opposé, l'empathie cognitive seule, ça risque aussi d'être utilisé par exemple pour manipuler l'interlocuteur grâce à la compréhension qu'on en a. Un grand pervers ou un grand manipulateur est très empathique. Et il est très, très doué dans cette forme d'empathie qui est l'empathie cognitive, pas l'empathie affective. Donc du coup, le stade le plus évolué, ce serait un alliage, une alliance entre les deux, l'empathie affective et l'empathie cognitive, qui donnerait cette forme d'empathie mature. Une intervention de Lama, par exemple? Oui, moi je trouve que ces définitions intéressantes parce que c'est celles qui reviennent le plus souvent. Cette composition un peu tripartite, par exemple, de Serge Tisseron, on la retrouve assez souvent. Pour rebondir un petit peu sur la dernière remarque, je pense aussi qu'il faut faire un petit peu attention à ces subdivisions que nous on fait pour des raisons un peu conceptuelles de simplification, de réfléchir et tout. C'est important de mettre des mots sur des entités, mais c'est quand même des choses dans les faits qui se superposent, qui sont subtiles. On a parlé de nuances. C'est intéressant aussi, Julien, de remarquer que l'empathie, dans sa constitution première, dans le développement, elle est d'emblée un outil pour nuancer, quoi. Donc ça, c'est très intéressant, j'aime beaucoup. Ce que je sais aussi, c'est que la pathologie a démontré que les composantes, notamment affectives ou émotionnelles et cognitives, elles sont dissociées. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des gens qui ont l'une et pas l'autre, etc. Après, est-ce que vous voulez que je vous parle de ma définition de l'empathie? Avec plaisir. Je pense qu'on est d'accord. Super. J'en ai pas. Super. On va dire super. Je vais voter en touche directement pour vous dire, je suis bien incapable de vous donner une définition. En tout cas, une définition un peu ferme et définitive, j'en ai pas. Tout simplement parce que je pense vraiment que c'est un concept qui est complexe en lui-même et puis qui est supposé aussi rendre compte de choses qui sont elles-mêmes complexes. En revanche, je veux bien essayer de dessiner le contour du champ de la réflexion pour moi ce soir. Et en fait, moi, dans ma vision des choses, je vais osciller entre deux pôles. Alors, un de ces pôles, je suis désolée, je vais parler 30 secondes, je vais vous raconter ma vie. Je me vois, moi, patiente, qui attend en bas d'un hôpital à la fin d'une longue journée en hôpital de jour. Et donc, j'attends qu'un taxi vienne me chercher pour me ramener chez moi. Et je vois mon docteur qui sort de l'hôpital, qui a fini sa journée. Et très certainement, elle est comme moi, elle a envie d'entrer chez elle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en me voyant, en fait, elle change de trajectoire. Elle fait un détour, elle vient s'asseoir sur le banc avec moi et elle papote avec moi jusqu'à ce que le taxi arrive. Ça, c'est le premier pôle. Et à l'autre pôle, il y a une autre histoire, un peu plus médiatique. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler. C'est l'histoire d'un autre docteur, en fait, de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada, justement, qui lui s'est fait virer par ses collègues et sa hiérarchie parce que, alors, on lui reprochait non pas un manque de compétences, pas du tout, pas un manque de confiance professionnelle, au contraire, en fait, on lui reprochait sa froideur, trop grande rigueur et en fait un manque d'empathie. Et ce qui est intéressant, c'est que par la suite, ce médecin-là a été diagnostiqué neuroatypique. Et quelques temps après, 2 ans après, un peu laborieusement, il a réintégré son poste. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a réintégré aussi parce que ses patients ont fait une pétition pour demander sa réintégration. Donc vraiment, je pense que ma position, elle va osciller entre ces deux pôles et j'espère que je pourrai l'expliciter d'une façon peut-être un petit peu plus claire par la suite. Merci beaucoup. Jean-Noël, quelque chose à ajouter? Compléter peut-être en allant tout à fait dans le sens des discours précédents, dans le sens où effectivement, moi ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'en santé, on entend souvent cet étudiant ou ce professionnel de santé a trop d'empathie, il se laisse submerger par l'émotion de ses patients. Or, l'empathie, en tant que compétence et de tout ce qu'on vient de dire, on ne peut pas en avoir trop. L'empathie, c'est une démarche, à mes yeux, j'aurais bien du mal à la définir,
tous nos auditeurs peuvent cliquer sur Internet et découvrir des dizaines de définitions différentes. À mes yeux, en santé, il faut considérer cette empathie comme l'aptitude à pouvoir écouter, se mettre dans la peau du patient, sans toutefois souffrir de ses souffrances. C'est ce que disait très bien Julien tout à l'heure. Cette distinction entre empathie cognitive et émotionnelle, si on doit en garder que deux, est fondamentale pour le soignant, afin de se protéger lui-même. Parce qu'un bon soignant est d'abord un soignant en bonne santé physique, en bonne santé mentale. Et donc, être une éponge émotionnelle de ses patients est une façon de ne pas maîtriser son empathie. Et c'est en cela qu'on peut espérer des étudiants, des futurs soignants, de les accompagner dans la maturité de cette empathie qui est en fait la fusion entre le cognitif et l'émotionnel. Si je peux me permettre une remarque par rapport à ce que dit Julien tout à l'heure, pour moi, il y a un mot qui me semble important, le stade où on prend conscience. Enfin, la conscience, c'est toujours une distanciation par rapport au réel, et je pense que c'est garder la bonne distance entre les deux types d'empathie, et puis aussi la distance par rapport au patient. Tu as des choses à ajouter, Jean-Noël? Non, simplement que pour moi, c'est un concept qui doit rester flou parce que à peu près tout le monde connaît ce qu'est l'empathie dans ses contours, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place des autres. Et on peut en trouver plein de définitions, mais la population générale aura toujours cette notion simple et utile et suffisante que c'est se mettre à la place des autres. Très bien. Eric, à nous. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Ah ouais, j'ai plein de trucs. Déjà, les présentations sont vraiment super. On voit tout de suite que le concept de l'empathie est vraiment bien construit sur déjà un schéma qui semble déjà collectif. J'aimerais bien juste vous lire un titre, le titre d'un article qui est paru dans Le Monde juste aujourd'hui, hein. C'est lutter contre le cancer, mettre plus d'humanité dans le parcours de soins. Et le sous-titre, c'est marqué « Reconnu pour la qualité des soins techniques prodigués aux patients, la France pêche par manque d'empathie à l'égard des malades et le partage de l'information. » Et donc, si on ne sait pas encore bien définir l'empathie avec toute une structure ample et scientifique, il apparaît quand même que les gens qui reçoivent des soins, parfois des soins lourds et des soins qui peuvent engager le pronostic vital, sont en demande, réclament cette empathie. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Chercher à définir l'empathie, ce serait se positionner à la fois dans un message qu'on souhaiterait transmettre de façon transparente, et puis surtout, c'est se mettre dans un cadre théorique. Et à partir du moment où le concept d'empathie est multidisciplinaire, il existe énormément de cadres théoriques qui se sont appropriés le concept. Donc, tout à l'heure, on parlait un petit peu du développement, on aurait pu parler des théories de l'attachement, on a parlé de Serge Tisseron, on pourrait parler de la psychanalyse et de l'empathie. À chaque domaine scientifique correspond, grosso modo, hein, une définition parce que cette définition permet d'étudier le concept. Pour faire un lien assez rapide avec ce que je vais essayer de présenter tout à l'heure, c'est le côté intemporel de l'empathie qui me fascine, c'est le côté magique. C'est vraiment magique de pouvoir regarder un tableau, par exemple le cri de Munch, si vous connaissez, vous savez, c'est ce bonhomme qui est un petit peu en forme de vague, qui est sur le bord d'un pont, avec un ciel qui est rouge vif, sanguin, deux personnes qui s'éloignent, on voit le visage déformé par une espèce de crise d'angoisse. Et ce côté magique de l'empathie, c'est la personne qui a peint ce tableau n'existe plus, elle n'est plus vivante, et pourtant, moi, quand je regarde ce tableau, je suis en capacité de ressentir l'état émotionnel que cet artiste a voulu faire ressortir dans sa peinture, et peut-être même que si sa peinture est une partie de lui, quelque part j'ai une connexion avec cette personne qui n'est plus physiquement là et avec laquelle je pourrais jamais entrer en contact. Et je trouve ça vraiment magique, parce que l'empathie, ça vient aussi de là. L'empathie, c'est quelque chose qui a dérivé
longuement de la philosophie, et en particulier de la philosophie de l'esthétique, où les philosophes s'interrogeaient sur le fait de savoir comment est-ce qu'on pouvait transmettre une émotion par le biais d'une œuvre sans que l'artiste soit présent. C'est quand même très perturbant quand on y réfléchit. Alors que nous, dans le soin, on réfléchit dans la relation duelle, interpersonnelle, qu'on a, comme tu le soulignais tout en introduction, Lionel. Donc c'est ce côté-là que je voulais un peu souligner de l'empathie, c'est le côté magique, c'est le côté humain qu'on aura beaucoup de difficultés à appréhender, et qui en même temps nous met tous en relation. Ça, c'est vraiment génial. Et puis je voudrais, si j'ai encore 2 petites minutes, souligner 2 mots que Jean-Noël a utilisés qui me semblent vraiment, vraiment fondamentaux à mettre en lumière comme il l'a fait. C'est le côté de la maîtrise de l'empathie. Parce que le fait de se questionner souvent sur le côté inné de l'empathie, on peut parfois oublier qu'il est possible de travailler ses capacités à l'empathie, ses capacités à développer des relations empathiques avec d'autres personnes, même lorsque c'est dans des situations extrêmement difficiles de stress, de contraintes émotionnelles. Et donc, le fait de pouvoir travailler ces aptitudes permet aux soignants ou aux personnes qui le mettent en œuvre d'acquérir une maîtrise. D'après les études que j'ai eu l'occasion de lire, c'est cette maîtrise qui va les protéger le plus des effets potentiellement difficiles de l'empathie quand on est dans un système vraiment stressant. Et puis le deuxième mot qui va tout de suite avec maîtrise, d'ailleurs tu les as mis je crois dans la même phrase, c'est maturité. Et maturité, ben oui, c'est sûr que le fait d'être très régulièrement dans la relation empathique favorise l'expérience vécue et favorise en même temps cette maîtrise. Et ce mot maturité fait tout à fait bien ressortir la notion du temps dont on parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est l'empathie, ou en tout cas la recherche de maîtrise de l'empathie, c'est un travail à vie. Il est peu probable que l'on puisse développer de façon rapide des aptitudes empathiques et de les maintenir à vie. C'est un travail constant qui permet de construire cette maîtrise dont on a besoin et que les gens réclament. Voilà en gros où j'en étais pour la définition. Très bien.